Bonjour et bienvenue à l'Hebdo de la médiation, l'émission hebdomadaire en direct sur mediator.tv sur tous les sujets de la médiation. Et évidemment, là, nous sommes dans le cycle de la décision. Donc, c'est les outils d'aide à la prise de décision censés faire réfléchir ou peut-être juste penser. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la méthode Delphi. Alors, Delphi, vous pensez tout de suite peut-être à quelque chose, hein, la Ah, Pythie moi, de je pense à Delphes. Pythagore, hein. Ah, toi, tu penses à Pythagore, oui. Ah oui, Ah, parce que c'est la Pythie. C'est la Pythie. Pythie, c'est ce qui a donné le nom de Pythagore, hein. Mais c'est la Pythie de Delphes. Donc, Delphes, c'est en Grèce, hein. C'est le dauphin, hein. C'est le symbole d'Apollon. Et c'est la personne qui faisait des prédictions. Les super prédictions pour permettre aux personnes de prendre des décisions. Donc, c'était l'expert du moment, hein. C'était l'expert du contexte, hein. C'était pour pouvoir prendre une décision, on allait voir, euh, on allait voir la pitié, on allait voir la personne qui allait trouver la meilleure pensée pour deviner l'avenir, hein. Alors après, c'était charge à chacun, hein. Personne n'était obligé de suivre les indications de la pitié, mais tu avais peut-être intérêt. C'était ça l'ambiguïté, c'était tu fais ou tu fais pas, tu choisis. Alors, c'est la méthode Delphi, c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 50, par là, 50, hein, on va dire, 50, 60, ou 40, 40, 50, aux États-Unis en tout cas, hein. Pourquoi? Eh ben parce que en fait, on est dans un environnement où on recherche dans le milieu médical à prendre les meilleures décisions possibles. Alors, c'est dans cet environnement-là où il y a plein de méthodes comme ça qui se sont développées. Et la méthode Delphi s'est démarquée parmi les autres, hein. C'est pour ça qu'on la cite. Ici, c'était des chercheurs, hein. On a nommé Norman Dalkey et Olaf Helmer d'une même organisation. C'était de Rand Corporation qui ont développé cette pratique qui fait appel à des experts. Alors l'idée, c'est toujours un peu bizarre, hein, de se dire, on va rationaliser, on va dire qu'on va faire du rationnel avec quelque chose qui est quand même assez intuitif et assez fantaisiste, hein. Mais on va faire en sorte de rationaliser au maximum les choses. C'est d'ailleurs ce que nous faisons nous aussi avec le processus structuré de la médiation professionnelle, hein. C'est avoir une approche très méthodique pour pouvoir trouver aider les personnes à prendre la meilleure des décisions possibles. Donc voilà, c'est pas original dans son approche aujourd'hui. C'est-à-dire quand on regarde la méthode Delphi aujourd'hui, on peut se dire bah oui, bon, c'est pas très original. D'ailleurs, on l'a vu, elle a été utilisée pour vous donner une ordre d'idée. Elle a été utilisée dans les contextes bah, de Covid. Il y a eu Nudge, Delphi, il y a eu plein de techniques qui ont été utilisées, sans peut-être même que ceux qui les ont utilisées savaient vraiment de quoi ils retournaient parce que ça n'a jamais été valorisé. Le nudge, ça a été valorisé, on en a parlé la semaine dernière, mais Delphi, personne n'a signalé qu'il y avait Delphi, mais quand vous réfléchissez un petit peu à ça, vous pourrez voir que toutes les discussions sur la mise en place du conseil scientifique, avec même le départ de Raoult, tout ça c'était vraiment de l'environnement Delphi, hein, de comment ça se passait. Alors, on peut raconter ce que c'est plus précisément. alors, juste peut-être avant d'aller plus loin, en fait, en off, on échangeait et tu disais finalement que la célèbre série que vous connaissez sans doute, qui est Doctor House, Eh elle oui. utilisait la méthode Delphi dans la construction en fait de l'enquête médicale que le Docteur House faisait pour trouver la réponse à une énigme médicale. Alors, Dr House, c'est l'exemple typique de l'environnement médical dans lequel on recherche à faire appel à différents types de personnes. Alors, il y avait du Delphi, il y avait du brainstorming, il utilise tout, le Dr House, hein, tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, il utilise une approche qui n'est pas seulement centrée sur l'expert. Parce qu'il a des étudiants avec lui auxquels il va poser la question et c'est pas vraiment des experts. Tandis que la méthode Delphi, c'est vraiment centré sur l'appel à des experts. Alors, euh, tu as projeté l'image de la Pity déjà, ou tu nous la réserves un peu? C'est que c'est un tableau, c'est un tableau de Heinrich Leutemann,
qui avait fait ça en 1824-1905. C'était une très très belle gravure. Voilà, donc ça, c'est les pages de mon bouquin. Alors, pour que ce soit Donc visible, il faut que voilà. je parle. Donc Sinon, n'allez on ne pas voit pas croire. l'image. Si tu Comment? vois si je ne parle pas, on ne voit pas l'image que je projette puisque seul l'intervenant passe Oui. en direct. Donc là, ce que vous voyez, effectivement, c'est une des pages du bouquin que Jean-Louis a finalisé. Hein. Il est prêt à partir. Mais pour l'instant, eh bien, on vous le fait découvrir en avant-première. Et donc, cette image de la Pythie de Delphes qui était là avec des incantations pour eh bien, donner la solution, l'orientation, faire prendre des choix finalement. On en a parlé beaucoup, de faire prendre des choix. Eh bien là, elle a donné le choix qui était, selon elle, le meilleur. Voilà. Et puis elle fait appel, vous avez vu quand même, hein, c'est quand même de la vieille tradition, hein. Il y en a beaucoup qui pourraient faire de la médiation avec la Pythie de Delphes, hein. Donc c'était de cette manière-là. On voit tellement de choses dans la médiation que on peut se dire que on pourrait réactualiser certaines méthodes avec directement la Pythie. Mais donc ce qui est intéressant ici dans la méthode de Delphi, c'est qu'en fait on fait appel à des avis d'experts et puis c'est hyper structuré. C'est vraiment de la méthode. Alors c'est ça qui est trompeur parce que les personnes se disent on est dans une situation où on ne sait pas quelle décision on va prendre. Il faut pouvoir faire des prédictions. Donc, on va prendre une décision, ça va être une cause, une succession, un enchaînement de causes et d'effets. Et donc, est-ce qu'on peut anticiper les effets? Si je prends telle décision, quels sont les effets et quelle est la succession des effets possibles? Donc, c'est ça qui va être recherché. Donc, on va faire appel à plusieurs experts pour pouvoir avoir des avis différents et pouvoir faire un travail de prédiction. Et c'est pour ça que ça s'appelle Delphi, hein. Et donc, de prédiction sur les décisions si elles étaient prises, voilà ce qui peut se passer. Alors, pour vous dire, cette approche-là, elle a été utilisée principalement dans l'environnement médical. On voit bien que, comme je vous disais tout à l'heure, dans le domaine économique, de temps en temps, c'est arrivé qu'il y ait des groupes de travail qui ont été mis en place. Mais vous avez vu que, par exemple, pour l'affaire Covid, ben, on a fait appel à des experts médicaux pour prendre une décision politique. Et d'ailleurs, ils se sont plaints après, les experts, parce que vous avez bien vu qu'ils n'étaient pas très contents, mais que ce soit le président même du collège scientifique. Et après, il a dit, une fois que l'affaire était passée, que même son avis n'était même pas vraiment pris en considération. Donc, c'est quoi cette méthode-là? Elle est là pour éclairer une décision, en fait, hein. Elle n'est pas là pour dire, on va prendre une décision d'une manière certaine. Alors, dans mon bouquin, c'est vrai que je donne les différentes étapes. Alors, ça suit un déroulement. Le déroulement de la méthode Delphi, c'est d'abord, on fait une sélection d'experts. Alors, évidemment, quand on fait la sélection d'experts, ben, on fait des choix. On fait des choix par rapport à qui est expert et qui ne l'est pas. C'est ça. Déjà, il y a un petit risque. Alors, quand on veut vraiment faire un travail le plus objectif possible, on sait déjà que c'est pas possible, hein, mais on va faire en sorte d'objectiver. Et on va prendre des experts qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas les mêmes pratiques. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment le cas qui l'illustre bien, hein, l'affaire du comité scientifique de l'époque Covid. Donc, après, on pose des questions. Et donc, il y a des questions initiales. Les experts sont invités à répondre à ces questions, qui sont des questions de base, hein, sur le sujet en question. Mais quand on pense à se dire, on va poser des questions, eh ben, évidemment que là, encore une fois, ça fait deux points de choses qui posent les bases de ce travail d'expert. Alors, le travail d'expert, vous avez vu, si je fais une sélection d'experts, eh bien, je fais des exclusions. Et donc, quand je fais des exclusions, est-ce que je fais exprès d'exclure ou pas? Ben, en réalité, je fais des choix. Et quand on dit, ben, quand on ne fait pas un choix, eh ben, c'est un choix qu'on fait. C'est le choix du non-choix. Et là, ça peut être très trompeur. Non. En fait, ce que tu dis, c'est qu'une méthode qui est censée minimiser les biais individuels et Oui, avoir quelque chose le plus rationnel possible, eh bien là, il y a déjà deux biais. Le premier, c'est sur le choix des experts et après, c'est sur les questions initiales. oui, oui. Ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, c'est honnête.
il faut bien encore comprendre la chose, hein, c'est qu'on est dans les années 40, 50, et on est au début de l'émergence d'une pensée qui se veut de plus en plus rationnelle. Et en fait, ça va faire une critique très forte de ce qui est la rationalité. Parce qu'on n'est pas du tout dans la rationalité. On est dans une recherche de rationalisation. Mais c'est pas la recherche de rationalisation ne fait pas la rationalité. Elle est complètement biaisée. Et si bien que des gens qui vont dire, oui, mais la rationalité n'est pas du tout opérationnelle. Il y a d'autres méthodes, des méthodes intuitives, et c'est là d'où va ressortir l'intelligence émotionnelle qui, elle, va être une vague imitation du process de rationalité, puisque en faisant le parcours de l'intelligence émotionnelle, eh ben, en fait, on repose sur des raisonnements qui sont également biaisés. Donc, ça devient très complexe d'approcher ce genre de sujet. Alors, je continue, parce que quand même, ça vaut le coup de réfléchir, parce qu'il faut bien comprendre que quand on approche ça, ça ne doit être pris que comme un moyen de réfléchir. Et si on sait que l'on est dans une subjectivité certaine, eh bien, il faut, comme me le disait tout récemment un sociologue, il me disait, ah, vous êtes dans une démarche de subjectivité assumée. Ben oui, il vaudrait mieux que tout le monde soit dans une posture de subjectivité assumée, de façon à ce que des décisions ne soient pas prises et qu'elles ne soient pas contre-productives. On a vu hein, le nombre de décisions contre-productives qui sont prises en disant, mais ça, c'est la seule décision rationnelle qui soit. Donc, c'est pas vrai, il n'y a pas une décision rationnelle, il y a une approche rationalisée dans cette démarche-là. Donc, ici, on a vu sélection des experts, des questions initiales, et puis, on va faire en sorte pour que les experts puissent se lâcher complètement, il faut que ce soit anonyme. Alors, pourquoi? Ben parce qu'en fait, les créateurs de cette instrumentation se sont dit, mais en fait, les experts ne veulent pas forcément dire euh, très clairement leur avis. Parce que si ils donnent leur avis sur un sujet, ben ça peut avoir des conséquences sur leur financement, le financement de leur recherche. C'était ça, en fait. Parce qu'il pourrait très bien avoir des propos, comme vous avez pu l'entendre, hein, que ce soit justement dans l'exemple que je prenais, hein, parce que je vais m'appuyer bien là-dessus, puisque tout le monde le connaît. Raoult, lui, ben, il a eu des conséquences sur ses financements, des financements de ses recherches. Lui, il a dit, je m'en fous parce que je vais bientôt être à la retraite. Mais n'empêche que son laboratoire était toujours sur la sellette, à savoir s'il devait continuer à le financer. Donc c'était bien ça, c'est quel est l'avis d'expert. Et vous avez vu que l'avis scientifique d'un expert, ou l'avis scientifisé de l'expert, parce qu'il fait ce qu'il peut avoir son avis, eh bien, il peut se retrouver à risque. Parce que l'ensemble des autres experts peuvent très bien ne pas être d'accord avec lui, ce qui peut être honnête ou orienté idéologiquement ou politiquement, ou avec des intérêts, des enjeux, comme ils ont pu le démontrer d'ailleurs au passage. Hein, c'est vraiment complexe. Donc, la collecte des informations des réponses doivent être anonymes. Et il doit y avoir après une rétroaction itérative. Hein. Donc, les experts vont être invités à réviser leurs réponses au regard des réponses des autres. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit, voilà ce qu'ont dit les autres experts. Est-ce que ça fait modifier votre propre avis. Donc, et tout ça, ça reste anonyme. Alors, il faut qu'il y ait des animateurs de ce système qui soient vraiment d'une grande intégrité, quoi. Et puis aussi, le problème, c'est que quand il y a des experts qui sont très très longs, très très prolixes, pour expliquer une chose, regardez-moi, donc très prolixes, donc ils disent quelque chose, mais il faut pouvoir retenir ce qui est essentiel. Et donc, ce que font les animateurs, ben, ils font des synthèses. Et quand ils font une synthèse, ben, je vous rappelle que tout à l'heure moi, par exemple, je m'amuse avec ChatGPT. Hein, vous savez, je lui dis, par exemple, fais-moi une synthèse de ce document. Alors, il prend le truc et puis mais quand il fait une synthèse, il sélectionne des informations. Et quand je lui dis, non, mais dans les informations que dans ta synthèse, il manque quand même cette information qui est clé, me semble-t-il. Ah, il dit, oh, excuse-moi, excuse-moi, etc. Lui, il présente des excuses.
Mais voilà, il faut qu'encore que l'animateur soit suffisamment vigilant pour se rendre compte qu'il fait une sélection d'informations. Donc ça devient très compliqué. Je vous rappelle que tout à l'heure, on était dans une recherche de rationalité, on sélectionne des experts, ben, on fait un choix, et on fait un choix avec des non-choix. On pose des questions initiales avec une orientation, inévitablement. Et quand on fait le travail de synthèse des rétroactions, eh bien, on va orienter potentiellement le travail des experts. Donc, et après, on va retravailler dans le processus. On est à la cinquième étape. On va pour reposer toute une batterie de questions éventuellement, hein, sur des demandes de précision ou peut-être approfondir ou réorienter la pensée parce que le travail des experts a amené à d'autres formes de questions, d'autres formulations. Donc, on avance comme ça progressivement. Et vous voyez que ça devient quand même très riche, parce que même si je suis critique par rapport à la démarche, en disant que ce n'est pas objectif, il faut bien quand même reconnaître que le processus amène les personnes à être productives en idées. Je rappelle que l'objectif, c'est d'éclairer la pensée, hein. Et vous voyez que quand il y a un travail de rétroaction là, itérative, là, l'idée, c'est de faire réfléchir l'expert. Parce que là, on va considérer qu'il était dans une forme de pensée. Il était dans une pensée, dans une continuité par rapport à sa manière de penser et sa manière de réfléchir. Donc, il avait peut-être réfléchi, mais pas forcément, hein. Il n'avait pas inversé les idées, pas fait un travail de représentation, de modification de point de vue, etc. Tandis que là, on lui dit, bah, regardez, il y a quelqu'un d'autre qui pense différemment de vous. Et là, il est obligé de se dire, enfin obligé, s'il n'est pas complaisant avec lui-même, ben, il va prendre en compte les arguments et procéder à des inversions d'arguments et prendre en compte la contradiction ou l'antithèse de son propos. Donc, ce travail-là va être un travail très fin, en fait, hein, qui demande beaucoup de subtilité de la part des animateurs. Et c'est ce qui vous explique que ben, c'est difficile en fait parce qu'en fait il y a la méthode Delphi, elle est très très difficile à mettre en œuvre. Je crois qu'il y avait que les auteurs qui ont réussi vraiment à en faire quelque chose, c'est-à-dire à pondre le process, mais pas avec des résultats satisfaisants parce qu'en fait à un moment donné, ben, il faut prendre un avis et cet avis il arrive en sixième position. Hein, c'est-à-dire que la sixième position, sixième étape, c'est d'avoir un consensus. C'est-à-dire que dans la prédiction, on se dit, ben, voilà ce qui risque de se passer, et on prend telle décision, on va mettre telle chose en œuvre, parce que ce qui risque de se passer, c'est seulement ça, et c'est ça c'est ce qu'on veut obtenir, ou en tout cas, on a minimisé les risques qu'il y a par rapport à la décision qu'on va prendre. Alors, vous voyez que dans cette démarche-là, dans l'environnement médical, c'est génial, en réalité. Mais quand on l'applique sur une démarche politique, parce que c'est ça aussi, l'ambition de cette méthodologie, c'est de l'appliquer dans le champ politique. Ben, c'est difficile. Quand on l'applique dans une stratégie d'entreprise, par exemple, si on voulait se dire, est-ce que Apple pouvait faire appel à la méthode Delphi pour pouvoir prendre ses décisions et se dire, par exemple, il faut se séparer de Steve Jobs. Hein, on a déjà abordé un peu le sujet, mais on pourra revenir dessus. Eh bien, sur des exemples d'entreprises, de décisions qui ont été catastrophiques. Eh bien, si on avait voulu utiliser la méthode Delphi, ça n'aurait pas du tout été opérationnel. C'est bien ce qu'il faut se dire. Donc, tu vois, il y a des outils comme ça qui sont absolument bluffants, pris dans des contextes, dans des environnements, se dire, mais voilà, si je vais je vais faire une opération de quelqu'un, alors le docteur House se pointe et puis il te fait une méthode Delphi avec ces jeunes experts dans son bureau. Il met ses pieds sur son bureau, et puis avec sa canne derrière lui, et puis il dit, voilà, réfléchissons et puis trouvons. Et puis il se lève et puis avec sa canne, il fait trois, quatre pas. Et ça y est, le consensus va être trouvé. Enfin, et vous avez vu que le consensus est très difficile à trouver parce qu'il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Alors, et il faut qu'il prenne la décision. Et finalement, la décision, elle repose sur une seule chose, ben, son intuition, quoi. C'est lui qui décide de ce qui va être fait. Donc, c'est la méthode Delphi, elle fonctionne comme ça en réalité.
c'est que quand vous avez identifié votre problématique et que ben, c'est vrai, vous pouvez énoncer clairement, créer des questionnaires, assurer de la précision dans les choix multiples de tout ce que vous pouvez faire. Vous mettez en place un dispositif d'échange et de traitement statistique des réponses. Et puis, au bout du compte, hein, je vous le dis, c'est la décision que vous allez prendre. Donc la méthode Delphi, c'est juste un moyen pour vous éclairer. J'espère que vous en avez pris pour votre lumière et que c'est à fond là pour un éclairage bien plus fort que l'état d'une bougie. Merci Jean-Louis pour cette méthode Delphi. Et puis donc, hein, on le rappelle, ces outils, ce ne sont que des outils. Donc il faut comprendre les limites, les intérêts et les utiliser à bon escient, les mixer si c'est nécessaire et garder surtout le doute rationnel sur ces aspects-là et savoir que quand finalement on prend une décision, c'est une décision qui est très subjective parce qu'on a envie d'aller vers ce chemin-là. Mais et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler d'un outil absolument formidable qui va vous permettre de prendre une décision de ouf, rapide, comme ça, d'un claquement de doigts, vous aurez pris une décision et vous allez voir, c'est formidable. Ah À bon, la avec semaine prochaine. ça, on a envie d'être déjà à la semaine prochaine avec cette annonce. Eh bien, rendez-vous donc à 12h30 mercredi prochain pour une méthode de prise de décision par claquement de doigts. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez être obligé de venir à 12h30 ou en replay sur mediator.tv et puis abonnez-vous. Comme ça, vous saurez quand l'émission est projetée, diffusée en direct ou en différé. Bonne Et semaine à prenez les bonnes tous. décisions. Prenez la bonne décision. À bientôt.